Merci Aurélien. Du coup, moi, je voulais juste signaler que ce webinaire est organisé en fait dans le cadre du Cap Filière Légumes et de la semaine Légumes au centre. Cette rencontre bénéficie du soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire et de l'Europe via les fonds FEADER. Et elle est organisée par les chambres d'agriculture du Centre-Val de Loire en partenariat avec Biocentre et Végépolis Vallée. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon séminaire. Et Christophe, je te passe la parole. Oui, merci Cécilia. Donc, ce webinaire consacré à la fertilisation organique en maraîchage. Le but, comme vous le savez tous, pour assurer une croissance optimum, une plante doit disposer des bons éléments au bon moment. Lors de l'utilisation d'engrais organiques, la disponibilité des différents éléments sera fonction de la minéralisation, elle-même dépendante de facteurs abiotiques tels que l'humidité du sol et la température. Alors, la minéralisation est-elle en phase avec les besoins de la plante? Bon, c'est ce que Maël va nous développer au travers de différents exemples. Et je lui laisse la parole. Très bien, merci Christophe. Bonjour à tous. Oui, comme le disait Christophe, ce qui peut être compliqué quand on est en fertilisation organique, c'est que on travaille avec une vaste boîte noire qui est le sol, sur lequel on connaît un certain nombre de choses, mais sur lequel on a peu de maîtrise en termes de température notamment. On peut maîtriser à peu près l'humidité, et encore, je dis bien à peu près. La partie température, c'est déjà un peu plus complexe. Et après, les engrais organiques qu'on met dessus, ils vont dépendre de l'activité biologique de notre sol, au niveau vitesse de minéralisation, et puis de leur composition. Et voilà, la question c'est, est-ce qu'il y en a des plus adaptés que d'autres aux besoins de mes cultures? C'est quoi leur vitesse de minéralisation? Pendant combien de temps je peux compter sur l'engrais que j'ai apporté? Voilà, alors je vais essayer de répondre un peu à ces questions. Il ne faudra pas hésiter à poser vos questions, soit par le chat, et puis il y aura des temps dédiés en cours de présentation et à la fin. Donc voilà. Alors, je vais commencer par un petit rappel, si ma présentation veut bien défiler. Voilà. Je vais commencer par un petit rappel sur le sol, parce que quand on parle de fertilisation et surtout de fertilisation organique, on commence par le sol qui a un impact qui est quand même relativement important sur les vitesses de minéralisation. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des prérequis relativement indispensables à la compréhension du fonctionnement des engrais organiques. Alors, on peut définir un sol par, on va dire, deux grands types de définition du sol. On peut le définir par ses composants. Donc, dans ces cas-là, un sol en moyenne, c'est 50% de vide. Alors, ce vide, c'est quoi? C'est ce qui correspond à la macro et à la microporosité, si vous cherchez un peu. Donc, c'est pas du vide, en fait. C'est de l'air et de l'eau. Donc, c'est ce qui assure, du coup, la respiration des racines, la respiration des micro-organismes, l'hydratation des plantes, des micro-organismes. Voilà, ce vide, il est indispensable. Et un sol qui est tassé, dans lequel on a moins de vide, c'est un sol qui fonctionne moins bien. En moyenne, 45% de matière minérale. Alors, ça peut monter à 48, 49, 49,5% selon les cas. La matière minérale, ça va être les argiles, les limons, tous les éléments minéraux, le sable, enfin voilà, toute la fraction qui compose le sol, et puis de la matière organique. Un tas de sable n'est pas un sol au sens agronomique du terme. Pour que ce soit un sol, il faut qu'il y ait de la matière organique, un peu de vide, et ce qui agrège le tout de l'activité biologique. On peut définir un sol par sa dynamique. Le sol, on peut le considérer comme un lieu d'échange entre la roche-mère qui, en se dégradant, va le former, entre l'air, la plante, l'eau. Voilà. Donc, c'est un lieu d'échange de matière, d'énergie, de tout un tas de choses.
Après, moi, une définition que j'aime bien parce qu'elle reprend pas mal, elle reprend un peu tout ça et elle introduit la notion, enfin, l'importance de l'activité biologique. Pour moi, voilà, la définition que je retiens, que je vais rendre à César ce qui lui appartient, que j'ai emprunté à Vers de Terre Production, le sol est un ensemble de vides, de matières minérales et de matières organiques qui sont structurées et organisées par l'activité biologique. Et ces derniers mots sont fondamentaux pour comprendre l'activité d'un sol, sa minéralisation et donc le comportement des engrais organiques. Et donc là, on a un sol, mais on n'a pas encore un sol fertile. Un sol fertile, c'est un sol qui va être à l'interaction d'une fertilité chimique, c'est-à-dire qui va être bien pourvu en éléments pour nourrir la plante. En fertilité biologique, c'est un sol qui va fonctionner correctement. Et en fertilité physique, ça c'est l'importance de la structure. Un sol qui est tassé, eh ben, biologiquement, il va moins bien fonctionner. Donc, il va moins facilement mettre à disposition de la plante les éléments. C'est un sol qui va moins laisser circuler l'eau, qui va moins laisser circuler les éléments minéraux. Donc voilà, un sol qui est fertile, c'est un sol qui est à l'interaction de ces trois grands piliers de la fertilité qui sont la chimie, qu'on trouve par l'analyse, la physique, qu'on va observer quand on fait un test bêche, quand on fait un profil, quand on met une gouge dans le sol, et la biologie, qui, elle, est un peu la dernière née, on va dire, en agronomie, qui revient en force en ce moment. Voilà, avec... et c'est bien la biologie qui fait le fonctionnement du sol. S'il n'y a pas d'activité biologique, on a un substrat, de mon point de vue d'agronome, on va dire. Alors, la fertilité du sol, elle se gère par des apports d'amendements. Les amendements, ça va être voilà, les fumiers, les composts, voilà. Quand vous apportez ça, vous apportez à manger à votre sol et vous entretenez du coup l'activité biologique. Vous pouvez faire les amendements minéraux pour les redressements, les équilibres chimiques, voilà. Après, maintenant, on va aborder la partie fertilisation qui, elle, se gère par des engrais, les engrais étant là pour nourrir les plantes. On va rentrer dans le dur du sujet. Comment on choisit un engrais? Alors, on va bien parler d'engrais organiques. Ce n'est pas précisé sur ma diapo, mais je ne vais parler à peu près que de ça. Alors, le choix, le raisonnement de l'apport, il va se faire essentiellement par rapport à l'azote et à la potasse. On raisonne globalement moins souvent par rapport au phosphore. Alors, on peut, sur certaines cultures, notamment sur des débuts de culture, les apports de phosphore, ça peut améliorer et activer un peu tout ce qui est germination, installation de la culture. Mais après, globalement, une fertilisation organique, elle se raisonne essentiellement par rapport à l'azote et éventuellement un peu par rapport à la potasse. Alors, il y a la théorie. La théorie, ça va être très schématiquement la méthode du bilan, c'est-à-dire qu'on a les besoins de la culture, qu'on peut trouver en biblio, dans différents endroits, moins la minéralisation naturelle de votre sol. Là, c'est déjà plus compliqué à estimer. Arvalis a développé un modèle, mais nous, on l'a testé en maraîchage. Il ne fonctionne pas tout le temps et on ne sait pas expliquer pourquoi. Donc, voilà. Et il faut tenir compte des reliquats des cultures précédentes. Si vous avez broyé votre culture par malchance, parce que le marché n'était pas là, parce qu'accident culturel ou autre, vous allez avoir un retour azoté parce que ça va minéraliser rapidement. Les cultures maraîchères, c'est de l'azote très labile. Si vous avez fait un couvert de légumineuses, vous allez avoir une minéralisation intense. Donc voilà. Donc très schématiquement, c'est normalement comme ça qu'on raisonne ces apports d'engrais. Alors, connaître les besoins de la culture, donc voilà ce que je vous disais, il y a des tables de référence, notamment vous pouvez chercher le GREN, donc qui est le groupe régional d'études des nitrates, qui donne des données de besoins d'apport azoté. Alors là, on n'est pas sur les besoins, les exportations de la culture en elle-même, mais de combien on doit mettre au sol pour assurer un rendement de la culture. Et puis, il y a des essais régionaux qui existent. Donc, par exemple, un projet d'expérimentation dont je parlerai tout à l'heure, qui est le projet GRAL, gestion raisonnée de l'alimentation azotée des légumes, qui est un projet qui a été financé par la région Pays de la Loire dans le cadre de la RELPAL, Association régionale d'expérimentation légumière, voilà, qui était piloté par mes collègues de Loire-Atlantique. Alors, tenir compte de la minéralisation du sol. Schématiquement, un sol, il va minéraliser comme ce que vous voyez sur la courbe. Alors, j'avoue, je n'ai pas l'habitude des webinaires. Là, si j'avais eu un tableau, ça aurait été chouette. Donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, on a un pic de minéralisation en hiver, période froide.
tout est au repos au niveau activité biologique, on a peu de minéralisation. Printemps, on a de la pluie, on a de la température. Le sol, l'activité biologique repart après son repos hivernal, on a un pic de minéralisation. Là, on est sur une courbe plutôt grande culture avec un creux estival qui est relativement marqué parce qu'on est sur la période sèche. Les grandes cultures, jusque-là, étaient peu irriguées. Avec le changement climatique, mine de rien, on voit que c'est des choses qui changent. Mais en maraîchage, le creux est moins marqué. Mais on a mine de rien, les excès de température font qu'on a quand même on peut avoir des blocages, on peut avoir des évolutions sur la minéralisation. Et puis, voilà, elle baisse tranquillement à l'automne. Alors là, on est sur des courbes de plein champ. Ce serait un tout petit peu décalé sur des courbes de sous-abri. Et après, en fait, sur votre axe d'ordonnée, la minéralisation, les données, elles vont dépendre essentiellement la quantité de nitrates libérés par la matière organique, par l'activité biologique, va dépendre du taux de matière organique de votre sol et du taux d'argile, essentiellement. Et puis après, de l'humidité, de l'air. Est-ce qu'il y a assez d'oxygène pour que tout le moteur fonctionne bien ou est-ce qu'on en manque? Voilà, tout ça, ça va influencer la forme de la courbe. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça ne vous aide pas forcément à savoir comment va se comporter un engrais. Donc, nous, au niveau du CDDL, donc, qui est l'association de producteurs pour laquelle je travaille, on a fait plusieurs essais d'engrais organiques depuis un certain nombre d'années. Donc, je vais vous les présenter là au cours de ce webinaire. Donc, donc là, je vais commencer par un premier essai qui est un essai, oui. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Alors, je vais commencer par un premier essai, du coup, en sol nu, sous abri, en plein été. Alors, pour vous situer le contexte, on est du côté de Saumur, donc sur un sol extrêmement sableux. Quand je dis extrêmement sableux, on doit être à 90% de sable et 2% d'argile. Par contre, avec des taux de matière organique très élevés, donc pour la texture, on doit être sur du 2%, si mes souvenirs sont bons. Donc, ce qui fait un sol qui d'une part, se réchauffe vite, et puis qui, du coup, va minéraliser possiblement beaucoup. Donc, on avait des couples amendements engrais de firmes qu'on testait avec, du coup, une modalité, on va dire, ion, où on avait du bactère qui est un amendement activé. Et puis l'orguion, on avait donc le BAIA sol active, en fait, c'est l'agronutrition qui fait ce produit-là. En fait, on fait un prélèvement de sol 6 semaines avant et la firme fait une multiplication des bactéries nitrifiantes du sol et qu'on réapporte à l'implantation de la culture. Et puis, du coup, le dernier amendement, le Vita CAPL, qui est donc la CAPL, c'est une grosse coopérative qui travaille notamment en viticulture. Donc, on est sur un amendement essentiellement à base de marc de raisin. Et puis, un azoplume par-dessus, qui est un engrais relativement classique utilisé en bio. Alors, comment tout ça se comporte? Donc, le raisonnement, on a normé les doses azote. Et après, par contre, les doses d'amendement, c'était sur des bases de préconisation firme. Globalement, sur la teneur en nitrate, ce qu'on observe, c'est qu'on a du coup, donc apport début juillet, on a un pic de minéralisation par rapport au sol nu, qui est la courbe en bleu. On a un comportement des 3 stratégies qui est similaire quasiment sur toute la durée du suivi, donc de début juillet à fin septembre. On a à peu de choses près le même comportement des engrais. Statistiquement, parce qu'on était en partiel avec répétition et autres, statistiquement, il n'y a pas de différence de comportement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à peu près, alors le BAIA, enfin voilà, les deux modalités, azoplume et agronutrition, qui est un produit liquide, vont avoir un début de minéralisation un tout petit peu plus rapide. Et voilà, dès la 2e semaine après apport, on est sur des niveaux d'apport on est sur des niveaux de disponibilité en nitrate qui sont extrêmement importants et qui vont chuter. Pourquoi ils chutent? Parce que du coup, on était sur un sol nu, mais pour entretenir l'activité biologique, on a quand même irrigué. Donc du coup, on a un peu de perte azotée. Et puis, les mauvaises herbes, elles poussent quand même. Donc même si on passait des herbés, on avait quand même des prélèvements de nitrate par les adventices.
Donc voilà. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'un sol sableux à 2% de matière organique, tout seul, il fournit déjà pas mal de nitrates. En fait, on a une bonne disponibilité. On aurait pu installer une culture à faible besoin sans fertiliser. Je vais poursuivre du coup sur un essai qui, lui, a eu lieu en plein champ, en salade, à la fois en salade et en sol nu, c'est-à-dire qu'on a fait les mêmes apports d'engrais sur des planches qui sont restées nues tout l'été et sur des planches qui ont été installées en salade. Salade 4e gamme, je précise. On était là pour le coup sur des engrais qui sont relativement utilisés chez nous, donc qui sont le Beauchevau de chez Lyon, le Guanumus qui doit être de chez Angibault et le Vita 5. J'avoue qu'il doit être chez Agronor, il me semble, qui le fabrique. Donc, pareil, on était sur des doses de 80 unités d'azote parce que c'est ce qu'apporte le producteur, lui. Donc, on est resté sur la même norme d'apport. On est sur un sable limoneux, donc du coup un sol un peu plus consistant que le sol précédent. En plein été, on est sur des essais de juillet-août aussi. Donc, ce qu'on voit, donc là, en plein champ, on a globalement du coup des teneurs azotées qui sont donc on est en ppm, non pas en unité. Donc attention à la conversion. Si on faisait la conversion, on serait sur des niveaux de disponibilité qui sont de l'ordre de 50 unités à peu près pour le Guanumus et le Vita 5. On n'est pas sur des niveaux de disponibilité extrêmement élevés. On a des courbes qui sont relativement identiques pour les deux derniers engrais, le Beauchevau semblant être un peu plus lent dans cet essai. Pour l'avoir vu dans d'autres essais, il a des comportements qui sont relativement identiques en fait au Vita 5 notamment. Donc ça, c'est voilà, sur sol nu, on avait on a ce type de courbe. On a exactement le même dans la parcelle avec les salades, un peu plus bas parce qu'on a les prélèvements par la plante. Disons que ça chute un peu plus vite. Après, en termes de rendement, on n'a pas d'écart entre les trois engrais et le témoin décroche. Bon, on a toujours un témoin sans fertilisation pour voir l'intérêt enfin, pas l'intérêt, mais pour voir la valorisation de la plante, que la plante fait de l'apport qu'on met. Il n'y a pas d'écart entre les différentes modalités. On est sur une culture de laitue beurre, si mes souvenirs sont bons, du coup à destination de la 4e gamme. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de ces essais sur l'été, et j'en ai fait, enfin pour recontextualiser avec d'autres essais qui ont pu être faits sur ces créneaux-là, on a des courbes, quels que soient les engrais testés, on a des courbes qui sont relativement proches, avec un pic de minéralisation dans les 2-3 semaines qui suivent l'apport, sur des apports de début juillet, puis qui chutent tranquillement sur le mois d'août pour arriver au niveau du témoin. Donc globalement, ils ont à peu près fini de donner courant septembre. Donc, on est sur des périodes de minéralisation d'environ 2 mois avec un pic 2 semaines après apport, en moyenne. Voilà. Avant de poursuivre, si vous avez des questions, on peut faire une petite session si vous avez des questions sur ce que je viens de présenter, on peut en profiter. Personne n'a de questions? Soit c'était très clair, soit c'était pas clair du tout et tout le monde est embrouillé. C'est à l'occasion. Je vais t'en poser une première, Maëlle, à ce moment-là. Ce que tu viens de dire, c'est que sur culture d'été, peu importe l'engrais, ce qui est important, c'est la date d'apport. Grosso modo, oui. C'est ça. Il faut compter, disons que quand on fait l'apport, l'azote n'est pas disponible tout de suite. Donc, dans le cas d'une fertilisation à l'installation de la culture, c'est pas gênant parce que c'est pas à l'installation qu'on a les gros besoins. Par contre, 2 semaines après, on n'a pas encore forcément des gros besoins, mais c'est là qu'on a le plus d'azote au niveau de la parcelle. Voilà. Et par contre, dans le cadre d'une fertilisation sur des cultures à cycle long qui seraient installées, mettons au hasard un poireau ou un chou, qui vont être installés en mai ou en juin, si on fait une refertilisation, il ne faut pas attendre que la plante ait faim. Parce qu'on a encore 2 semaines derrière de délai avant que ça travaille réellement. Donc, elle va avoir faim longtemps. Et une fraise, par exemple?
Alors là, je parle d'engrais en bouchon. Une fraise sur l'été. Alors les fraises ont des besoins azotés qui sont un peu plus faibles que les cultures qu'on a pu tester. Et donc, enfin, voilà. Après, le comportement de l'engrais, il est indépendant du type de culture. Là-dessus, le sol va se. Enfin voilà, on est sur un. Il est lié à la façon dont il est composé et au sol, et pas à la culture en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais vous pouvez préciser votre question éventuellement. Disons, effectivement, il y a la dose qui est peut-être un peu différente sur une culture de fraises où on a des besoins qui sont inférieurs à ce que vous citez. Vous parlez de 80 unités d'azote. Je pense que on est un peu en dessous de ça. Ensuite, on est en irrigation goutte à goutte. On est sur paillis plastique, souvent. Donc, sous paillis plastique. Donc, refertiliser en cours de, vous parlez de culture longue. Là, on est sur des cultures qui peuvent durer 2 à 3 ans. On se débrouille comment? Vous n'avez pas travaillé là-dessus, apparemment, si je vous entends bien. Alors, je vais vous présenter des essais en tomates en fin de présentation et je vous propose qu'on discute de votre question à la fin de la présentation, du coup, quand il y aura eu un peu d'autres éléments à apporter, si ça vous convient. Oui, très bien. Maëlle, il y a une Moi, question. je me le note. Sinon, il y a une question dans le Oui. chat de Christophe Beaujouan, c'est est-ce qu'il serait envisageable de fertiliser avec du digesta liquide? Alors, en fait, alors, on n'a pas testé les digestats liquides. Il faut voir. Alors déjà, il y a sur les digestats de méthanisation. C'est du digestat de méthanisation, Christophe, dont tu parles? Oui, c'est ça. Mais il doit y avoir des contraintes réglementaires, hein, puisqu'il faudrait que la culture soit dans le plan d'épandage déjà. Oui, il va y avoir des contraintes réglementaires. Honnêtement, je n'ai aucune idée du comportement de ce type de produit. Je sais que le digestat solide, c'est quelque chose qui est extrêmement. Alors, ça apporte de l'azote. Il y a de l'azote qui est directement disponible et le reste, c'est de l'ultra stable. Voilà. Donc, ça va avoir un effet flash à l'épandage, un effet engrais. Et après, ça a un effet même pas amendement parce que c'est tellement stable que c'est quasiment enfin, c'est pas indigeste, mais c'est très compliqué à digérer par la flore d'un sol. Donc, il y a beaucoup d'essais en cours mis en place par différentes stations sur les effets des digestats de méthaniseurs sur le sol, avec des résultats qui sont très, très, très variables selon l'origine du digestat, en fait. Si on est un digestat 100% agricole, s'il y a une origine avec des déchets verts de ville, par exemple, ça modifie beaucoup la qualité du produit avec des effets qui peuvent être assez délétères sur l'activité biologique. Voilà. D'accord. Et globalement, voilà. Par contre, sur la partie liquide, à mon avis, ça doit quand même être assez. Enfin, vu le comportement d'un digestat solide, ça doit pouvoir être assez costaud. Mais j'avoue ne pas avoir de recul dessus. Je propose de continuer du coup. On va passer du coup sur un essai stratégie de fertilisation hivernale cette fois, donc sur des sols froids. Et sur une culture longue, donc de l'épinard d'hiver. Alors en fait, là, c'est un essai qui a commencé en été. L'idée de l'essai étant, à la base, moi, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il vaut mieux mettre l'amendement avant le semis d'un couvert ou après le semis du couvert, dans l'intérêt de la culture? Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique d'un point de vue minéralisation et pour la culture? Et après, donc du coup, on a fait soit les apports d'amendement de fond au semis du sorgho, à destruction du sorgho avec incorporation en même temps, ou alors, et puis les apports d'engrais organiques au semis des épinards. Donc, semis d'épinards en septembre. Donc là, c'est la liste de tout ce qui a été testé. C'était plutôt un gros essai, du coup. Alors, je vais nuancer. C'est un essai. Enfin, je vais nuancer. Précision importante. On est sur un couvert à cycle court. J'ai 5 semaines de sorgho. Et non pas 8 semaines comme on peut voir dans certaines parcelles où
le tunnel est libre pendant 2-3 mois et du coup, on pousse le sorgho longtemps pour qu'il soit pailleux. Là, l'idée de cet essai, c'était qu'il puisse parler à la plupart des producteurs de la région et notamment à des producteurs qui vont entamer en septembre des semis de mâche-radis, donc de petites graines et où il ne faut pas qu'il y ait de paille. Donc, je ne voulais pas que mon sorgho devienne trop pailleux. D'où le fait qu'on soit sur un cycle très court en sorgho. Donc là, c'est la biomasse de sorgho produite au niveau de l'essai, donc en matière fraîche. Donc on est sur, en fait, là le témoin correspond à toute la zone où l'amendement a été mis à destruction, enfin après en fait, qui n'avait pas eu d'amendement avant au semis. Globalement, on voit que la partie qui a reçu de l'amendement après produit entre 15 et 7 tonnes de matière fraîche en plus. Donc, ce qui fait qu'on a un apport global de matière organique qui est plus conséquent dans ces modalités-là par rapport aux modalités qui ont été amendées post-destruction du couvert. Donc ça, c'est pas négligeable dans tout ce qui est stimulation de l'activité biologique, parce que du coup, on incorpore plus de carbone et donc plus de sources de sucre pour tous les micro-organismes et tout le réseau du sol. Et après, bah, ça, c'est bien beau, mais en parcelle, du coup, enfin voilà, qu'est-ce que ça peut donner? Là, on avait fait des mesures de nitrate dans les feuilles d'épinards pour voir si le fait de mettre l'amendement avant ou après, ça avait un effet. Alors, 3 semaines après semis du sorgho, on n'a pas d'effet significatif sur la teneur en nitrate dans les feuilles. Au 8 août, à date de destruction, alors c'est tout écrasé parce qu'en fait, on a un effet dilution de l'azote parce qu'on a beaucoup plus de biomasse. Donc, l'azote s'est réparti dans l'intégralité de la plante. Du coup, il est dilué. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Et par contre, la teneur est significativement plus élevée dans les modalités qui ont été amendées avant par rapport aux autres. Globalement, alors, la petite méthode MERCI. MERCI, ça signifie méthode d'estimation de restitution des cultures intermédiaires. Donc, c'est une petite moulinette Excel qui a été développée notamment par des collègues de la Chambre de Poitou-Charentes en partenariat avec Arvalis. Enfin, voilà, ça a été un gros travail. Donc, c'est un petit fichier Excel qui est téléchargeable de façon libre sur Internet dans lequel on saisit la date de semis du couvert, les espèces semées, la biomasse produite ou la date de récolte si on n'a pas la biomasse produite parce qu'on n'a pas pu la mesurer et qui vous fait une estimation de la matière sèche produite, de l'azote piégé et des restitutions NPK sur l'année. C'est pour ça que ce que vous voyez que l'azote piégé est mettons pour le témoin à 70 unités d'azote, mais qu'on n'en a que 20 qui seront restituées après. Parce que il y en a, en fait, on va être sur quelque chose qui va travailler lentement. Donc, dans l'année, vous pouvez en espérer 20. Et après, sur les années qui suivent, vous aurez le reste à un moment. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le fait d'amender avant le semis permet de stocker plus d'azote. Voilà, permet de stocker plus d'azote au niveau du couvert et donc d'en restituer plus sous forme organique au niveau du sol et donc des cultures. Concrètement, au niveau du sol, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors, ça fait beaucoup de courbes. Ce qu'il faut retenir, quand on a la même couleur, c'est qu'on a la même stratégie avant-après couvert. On a, grosso modo, on a l'impression qu'il y a des grosses différences parce qu'on a 40 ppm d'écart entre la modalité de fertilisation en gigot et une modalité Huon, donc ce qu'on voyait déjà avant dans les essais plein champ. Mais on a la même tête de courbe. On a l'apport s'est fait en septembre. On a un pic de minéralisation qui se fait sur octobre parce qu'on a des sols qui sont un peu moins chauds. L'eau d'irrigation est un peu moins chaude. Enfin voilà. Du coup, on a un pic qui est un peu décalé. Et puis, on a exactement la même cinétique, quel que soit l'engrais et quelle que soit la stratégie. Qu'on ait mis l'amendement avant, qu'on ait mis l'amendement après, on a la même courbe. Je vous épargne la courbe hivernale, mais globalement, vous pouvez poursuivre au 27 novembre. Ça oscille entre 0 et 20 ppm et ça ne bouge pas jusqu'à la dernière récolte mi-mars. On reste sur ces niveaux de disponibilité azotée, ce qui n'empêche pas du tout l'épinard de produire très très bien. Donc voilà, ça c'est les rendements globaux sur le rendement cumulé sur les 3 coupes d'épinards. On n'a pas de différence significative selon les modalités, c'est homogène. Et on n'a pas, au final, sur 8 mois de suivi, on n'a pas de différence nette de la restitution.
on avait un écart d'une vingtaine d'unités d'azote piégées par le couvert. Pour autant, c'est pas restitué sur les 8 mois d'essai sur l'hiver. Bon, pour des raisons d'organisation, on ne pouvait pas poursuivre l'essai, nous, après mi-mars. Mais c'est quelque chose qui est de toute façon stocké au niveau du sol et qui sera restitué sur l'été et sur les mois qui suivent. Donc, du coup, ce qu'on peut retenir de l'ensemble de ces essais, c'est que finalement, qu'on soit sur l'été en plein champ, qu'on soit sur l'été sous abri, qu'on soit sur l'hiver sous abri, on a des comportements qui sont relativement proches. Les firmes, quand elles conçoivent des engrais, elles conçoivent un produit qui va minéraliser en 2 mois à peu près sur l'été, en 3-4 mois sur l'hiver du fait des températures de sol, et qui n'a pas vocation à minéraliser plus longtemps. Après, du coup, comment on choisit son engrais? Eh ben, ça va dépendre du produit qui va être disponible au plus près de chez vous, du coup de son équilibre, parce que selon les cultures, là, du coup, on va choisir éventuellement sur les niveaux d'équilibre entre phosphore et potasse par rapport à l'azote pour répondre aux besoins de sa culture. Des cahiers des charges de production, il y a des cahiers des charges qui interdisent tout ce qui est PAT, donc des produits type Beauchevau, Vita5, on ne peut pas les mettre, on va être sur des produits 100% végétaux. La facilité d'épandage, est-ce qu'on veut du gros, du petit bouchon, voilà. Et la place dans la rotation. Les produits avec des bases animales peuvent favoriser un peu tout ce qui est mouche des semis. Donc, du coup, possiblement, on va les mettre un peu avant des semis de radis pour que les bouchons aient le temps de commencer à se dégrader et pas pile au semis parce qu'on augmente un peu les risques d'attaque. Enfin, voilà. C'est plutôt ces considérations-là qui vont orienter le choix d'un engrais organique. Avant de passer à la tomate, est-ce que vous avez des questions sur cet essai hivernal? Oui. Oui. Oui, dans cette étude, vous ne tenez pas compte de l'efficience, enfin, vous ne tenez pas compte, c'est sans doute difficile, de l'efficience des engrais. Ils n'ont pas tous la même efficience. Alors, selon le type de sol et selon la capacité du sol à avoir l'activité biologique qui convient, mais c'est entre les exploitations de la culture et puis les apports qu'on fait, il y a toujours un gap. Et la question en organique est peut-être de savoir aussi comment réduire au maximum ce gap. Alors, ça passe bien sûr plus par des soins du sol ou une considération en tout cas de son fonctionnement qui n'apparaît jamais dans les études de fumure. Non, alors en fait, on avait fait des études sur les teneurs en nitrate des feuilles d'épinard parce que c'est une plante qui assimile facilement l'azote. On n'a pas d'écart entre toutes les modalités. On a normé, donc les doses NPK sont normées sur l'essai. On a mis les mêmes quantités. Donc là, les amendements sont variables, mais NPK sont normés. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc on a la même efficience puisqu'on a des rendements qui sont statistiquement équivalents. D'accord. Donc vous avez parce que les revendications des fabricants, elles sont pas toujours. Enfin, il y a des écarts importants parfois entre ce qui est revendiqué. Un 14, un 20 par exemple, ne sera plus qu'un 12, un 16. Enfin, on voit ça régulièrement surtout les fabricants lorsqu'ils analysent les produits de leurs concurrents, ils trouvent toujours que le titrage n'est pas le bon. Alors c'est difficile sans doute pour de l'organique, puis il doit y avoir aussi des biais de mesure importants, parce que c'est de l'organique. Mais ça, vous en avez tenu compte. Alors, mais en fait, j'en ai tenu compte. On va dire que moi, je me suis basée, disons que le produit, par exemple, le Vita5, c'est un 6,4,10, comme son nom ne l'indique pas. Ouais. Et du coup, par contre, je suis partie des 6. J'ai pas fait analyser le produit pour m'assurer qu'il y avait bien 6 et pas 5,5 ou 5. Ah, c'est ça, voilà. Il peut y avoir un biais de ce point de vue-là. Okay. Il peut y avoir un biais de ce point de vue-là, mais en fait, je me suis dit, un producteur, il va pas aller faire analyser le produit pour être sûr qu'il y a bien les 6 unités. Il va se baser sur ce qui est indiqué sur le sachet. Donc, je vais me mettre dans des conditions producteurs. Voilà. Oui. On considère que le produit est normé et qu'il est correctement normé. Après, il y a forcément des écarts. Ils travaillent avec des produits vivants, donc la composition du fumier qu'ils vont utiliser est forcément variable.
c'est à eux de chercher à avoir quelque chose qui soit le plus régulier possible. Après, honnêtement, pour moi, les producteurs qui utilisent, souvent, ils utilisent toujours le même engrais et d'une année sur l'autre, on voit quand même rarement de variation de comportement de l'engrais. Donc, je trouve qu'ils s'en sortent quand même pas trop mal. D'accord. Entendu. Maëlle, je te propose de passer à la suite. Ok. Alors, du coup, maintenant, enfin voilà, du coup, globalement, là, ce qu'on a vu, c'est que sur des engrais qui sont apportés au printemps ou en été, on peut compter sur 3 à 2 mois de fertilisation selon le type de sol. Un sable se réchauffe beaucoup plus vite qu'une argile. Mes essais, ils ont tous été faits en conditions saumuroises, donc sur des sols qui sont quand même relativement sableux. J'ai pas de sol à moins de 70-75% de sable. Donc, on est sur des sols qui se réchauffent relativement vite. Il est évident que j'aurais fait mes essais en argilo-calcaire, j'aurais pas eu ces résultats-là. Mais moi, j'en ai pas chez moi, donc j'allais pas répondre à une question que mes producteurs se posent pas. Globalement, sur cette base-là, comment on fertilise des tomates qui, elles, vont être présentes 4, 5, 6 mois dans la rotation. Donc là, je vais vous présenter les essais de mon collègue Maxime Chabalier qui travaille sur la Vendée et qui travaille avec beaucoup de producteurs de tomates. Donc, en fait, il a testé un outil de pilotage de la fertilisation qui est développé par le CTIFL et qui s'appelle Pilazo. Le principe étant de prendre des pétioles de tomates, de les écraser et de mesurer la quantité de nitrates qui sont présents dans le jus, donc dans la sève qui circule dans les pétioles des tomates. Et ensuite, on se réfère à une grille pour savoir si on est en excès d'azote, si on est bien ou si on est en carence, et du coup, il faut refertiliser. Sachant que cette grille évolue selon le stade de la tomate. Il y a des stades, voilà, selon qu'on est en floraison 3e bouquet ou en récolte du 10e, on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà, donc c'est la méthode Pilazo qui existe en tomate, en poireaux. J'avoue ne pas savoir si elle existe pour d'autres cultures, mais ça se trouve sur le site du CTIFL assez simplement. Alors, donc il avait 3 sites d'expérimentation, donc 2 en conventionnel. Le premier, il y a uniquement une ferti-irrigation, il n'y a pas d'apport de fond à plantation des tomates et tout est géré par le goutte à goutte. Le deuxième, on a un apport de fond en tomates, puis des compléments en ferti-irrigation. Et donc le troisième producteur était un producteur bio qui fait un apport de fond, puis un réapport qui a été fait en fonction des résultats de la méthode Pilazo. Alors, donc cela, c'est les résultats des suivis azotés dans les pétioles de tomates. Donc, la courbe verte pleine, c'est la courbe de référence Pilazo qu'on est censé suivre pour optimiser, on va dire, le potentiel de la culture. Donc, vous voyez que c'est pas simple à suivre parce qu'il y en a il y a que le conventionnel en bleu qui y arrive à peu près et encore. Voilà, on travaille avec du vivant, donc ça reste très compliqué. Au niveau on va surtout se concentrer sur le producteur en bio puisqu'on parle aujourd'hui de fertilisation organique. Donc, vous voyez qu'on a un pic de minéralisation donc en semaine 18 qui correspond à la minéralisation de l'apport de fond qui a été fait avant plantation. Plantation en semaine 16. Et puis, semaine 14, excusez-moi, il me semble. Et puis, ensuite, cette quantité d'azote qui diminue. Pourquoi elle diminue? Parce que la plante se développe et que l'azote se dilue dans la plante, du coup. Il y a de plus en plus de feuilles, il y a des fruits, donc il y a de plus en plus d'organes à nourrir, ce qui fait qu'on a un effet de dilution, comme ce qu'on a vu sur le sorgho tout à l'heure. Quand la chute a été identifiée, mon collègue Maxime a dit à son producteur, il va falloir refertiliser. Donc, il y a une refertilisation qui a été faite en semaine 21 et on voit donc que la chute du niveau d'azote au niveau de la plante s'arrête et qu'elle se stabilise autour de 3000 mg de nitrate par litre de sève jusqu'en semaine 23 où là, elle chute en semaine 24 fortement et ensuite elle reste globalement stable. Je vais vous donner des notions de rendement, ça vous parlera plus. Globalement, donc le conventionnel, donc le producteur bio, il a fait un rendement de 14 kg par mètre carré.
ce qui est correct, ce qui est très correct, avec une quantité de matière organique apportée de 250 kg par hectare. Maxime ne m'a pas donné le type d'engrais qui a été apporté. La refertilisation, elle s'est faite avec des engrais en bouchon. Donc en semaine 21, au pied, en fait, les tomates étaient sous plastique. Donc le plastique a été ouvert, les bouchons ont été apportés au niveau du pied des tomates et ils ont fondu, entre guillemets, ils se sont délités avec le goutte à goutte. On peut voir que mine de rien, alors c'est une méthode qui est chronophage mais qui fonctionne bien puisqu'on voit bien au niveau des plantes, il y a quand même une stabilisation du niveau azoté dans la plante alors qu'elle continue à pousser. Donc ça signifie qu'il y a suffisamment de quoi fournir au niveau du sol pour assurer la croissance sans dilution du niveau azoté. Et c'est la culture qui a la meilleure efficience de l'azote en termes d'apport d'azote par rapport au kilo de tomates produit. Donc voilà. Alors pour info, le conventionnel 2, 12 kg au mètre carré, en fait, il a eu une grosse attaque de mildiou qui a fortement pénalisé la production. Le potentiel était plutôt, d'après Maxime, aux alentours de 19 kg par mètre carré, vu les plantes et autres. Mais voilà, le mildiou a sérieusement écrémé. On est sur des rendements commerciaux. Donc voilà. Maxime s'était amusé, entre guillemets, à faire il faisait aussi des nitratests au niveau du sol et à voir s'il y a un lien entre le niveau de disponibilité azotée dans le sol et le niveau de disponibilité azotée dans la plante. De façon assez logique, il y a un lien puisque l'azote étant soluble dans l'eau, quand la plante assimile l'engrais, boit, quand elle absorbe de l'eau, les nitrates migrent avec. Globalement, l'idée, alors chez le producteur, je vais revenir en avant, en arrière. Chez le producteur bio, les 14 kg sont légèrement sous-estimés parce que la culture a été arrachée de façon précoce pour pouvoir installer la culture d'après, la culture d'hiver. Donc, il aurait sans doute récolté un petit peu plus par mètre carré, ce qui aurait encore amélioré l'efficience de l'azote. Ce qu'il faut retenir des essais, c'est que l'objectif, c'est de jamais descendre, si on reprend la courbe, de jamais descendre en dessous des 1000 ppm. Et pour ça, ça va passer par un effeuillage. Le fait de retirer des feuilles, c'est des feuilles où l'azote ne va pas se diluer et où on va pouvoir du coup maximiser un peu la concentration dans la plante et donc nourrir correctement les feuilles, les têtes et les fruits. Donc, il y a un effet net de l'effeuillage sur les concentrations azotées au niveau des plantes. Donc voilà, une bonne stratégie de fertilisation en tomate passe par une refertilisation au moment où la plante, avant qu'elle rentre en pleine charge. Donc à peu près, voilà, là du coup ça tombait à peu près en semaine 21. Les essais ont été faits sur d'autres parcelles en bio et c'est globalement à peu près toujours au même moment que la plante décroche. Et ça se voit bien, on a souvent en tomate un quatrième bouquet qui est un peu compliqué, où on a des fleurs qui vont couler. Qui vont pas nouer, la plante, si elle est trop chargée, et ben elle arrête de nourrir ses fruits. Elle se concentre sur ce qu'elle a et du coup, elle ne va pas se surcharger. Donc, pour qu'elle fasse bien, pour que la nouaison et la nutrition des fruits se fassent bien sur l'intégralité des bouquets, et ben c'est important d'éviter un peu cette dilution d'azote et d'effeuiller en plus d'un réapport d'azote un peu avant la pleine charge pour tenir compte des délais de minéralisation. Après, par contre, il n'y a pas eu de refertilisation de tout l'été et jusqu'en septembre, et pour autant, ça n'a pas pénalisé le rendement. Donc, voilà pour cet essai. Là, donc, du coup, la méthode, la conclusion de Maxime, c'était de dire que Pilazo, ça permet, mine de rien, de piloter le réapport et la date de réapport pour s'ajuster aux besoins de la plante. Alors, par rapport là, du coup, la fertirrigation conventionnelle, elle était faite avec des engrais solubles. On peut envisager une fertirrigation avec des organiques, ça se fait. Il existe des produits solubles. Attention, les produits organiques liquides, ils sont quand même extrêmement épais, ils ne sont pas toujours évidents à diluer. Donc, il faut avoir, de toute façon, pour que ça passe en goutte à goutte, il faut avoir une dilution qui est relativement importante. On est sur des cultures d'été, donc vous mettez dans une gaine sous un paillage une bonne chaleur, de l'eau et de l'azote organique, ben vous avez plein de biofilms qui peuvent se développer, donc il est indispensable
de finir par un rinçage à l'eau claire. C'est-à-dire que si votre irrigation, elle dure, mettons, 15 minutes, il faut pas que la durée de fertilisation excède 15 minutes pour avoir 15 minutes de rinçage à l'eau claire pour essayer de nettoyer le plus possible les apports de matière organique qui ont pu être faits, pour positionner le produit au niveau des racines qui ne restent pas en surface, qui descendent un peu, et voilà, et éviter les développements de biofilms, donc d'algues et autres, qui vont venir boucher les goutteurs. Et c'est pas l'idée. Donc ça fait partie des limites importantes à la ferti-irrigation en organique. Et puis si vous êtes sur des gaines réutilisables, du coup de toute façon il y a des risques de développement de biofilms quand vous allez stocker vos gaines avant la réutilisation l'année d'après. Donc ça augmente un peu ces risques-là, on va dire. Voilà. Voilà, l'idée sur les conclusions de l'essai qui a été fait en tomate, c'est que le pilotage de la culture de la tomate est aussi important en termes de gestion des dates de récolte et des dates d'effeuillage que la refertilisation pour assurer un rendement qui soit, des récoltes qui soient régulières et un rendement qui soit correct. Donc voilà, lui, ça lui a permis notamment chez les conventionnels de piloter un peu la fertilisation de fin de culture pour éviter de finir avec des niveaux d'azote énormes dans les sols et dans les plantes à un moment où elles sont relativement déchargées et où on n'a plus forcément le besoin. Et ça permet de voir ce pic de besoin au moment où elle est en pleine charge juste avant le début de récolte. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais raconter ce matin sur à la fois le comportement des engrais organiques, des essais de pilotage en tomates donc faits sur la Vendée. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, on va avoir un temps de questions relativement long. Oui, merci Maëlle. Si je ne vois pas de questions apparaître dans le chat, mais allez-y. J'ai une question du coup, Maëlle. Quels sont les prochains essais que vous envisagez sur cette thématique? C'est quoi les problématiques d'études à venir? Alors là, on a un essai en cours avec un nouvel engrais organique en billes qui est formulé sous forme de billes. Donc qui peut passer dans des semoirs en fait, dans des semoirs à engrais classiques. Donc pour ça, il est relativement intéressant. Il est assez riche en ammonium, donc il pourrait être intéressant dans des refertilisations de cultures type salade, dans des cycles un peu courts. Voilà, du coup on a un essai de ce produit-là. On a un essai de stratégie aussi en salade sur des cycles longs. Parce que l'amendement, il minéralise toujours. J'avais fait des essais avec du végétumus qui, en fait, a une courbe de minéralisation en été qui peut être assez proche de l'engrais. Donc, du coup, on a refait là, cette année un essai où on module l'apport d'amendement au départ et l'apport d'engrais sur deux cultures de salade à suivre. Avec soit on met la pleine dose d'engrais à la première culture et on diminue la dose d'après en tablant sur le fait que l'amendement va commencer à travailler, et l'inverse pour savoir un peu, pour adapter un peu les stratégies. Alors sur nos sols toujours très sableux. Voilà. Et ensuite là, on va avoir des essais qui sont plus liés au couvert et à la vitesse de minéralisation des couverts selon la teneur en légumineuses présente. Voilà, pour adapter les stratégies de fertilisation des cultures suite à des couverts d'été ou à des couverts d'hiver. Oui, parce que Maëlle, si on revient à ton essai épinard, oui. Il y avait avec couvert, sans couvert, et si on veut être un peu provocateur, quel était l'intérêt des couverts quand on regarde le résultat final? Oh, ça me fait mal que tu poses la question, Christophe. Ouais, mais je le fais un peu exprès, tu sais. Le couvert, il n'est pas là pour l'intérêt. Le couvert, il n'est pas là pour servir d'engrais à la culture d'après. Par contre, le sorgho peut être très pailleux. Il peut stocker pas mal. Du coup, il peut créer des fins azotées en minéralisant.
L'intérêt du sorgho, c'est qu'il a été structuré le sol sur 40 cm avec ses racines, en l'occurrence, qu'il a apporté du carbone qui va venir nourrir un peu toute l'activité biologique. Voilà, l'intérêt principal d'un couvert, c'est ça. Ça va être de couvrir le sol pour éviter les développements d'adventices. Ça va être… bon, on refera un webinaire sur les couverts si vous voulez. Je crois qu'il y a une question. Il y a des questions là dans le chat. Est-ce qu'il y a eu des mesures de reliquats azotés sur les sols étudiés? Et est-ce qu'il a été testé également des champignons, des mycorhizes? Alors, des essais de reliquats azotés. Sur l'essai épinard, on a fait des reliquats azotés sur février et mars, avec effectivement en février des niveaux d'ammonium qui sont un peu plus élevés dans les parcelles qui étaient où l'amendement avait été mis, enfin, le couvert est un peu plus développé, mais c'est pas extrêmement net. On est globalement, même sur le témoin, à des niveaux relativement proches entre le témoin et les modalités fertilisées. On est sur un sol où il faisait, pourtant on n'a pas eu un hiver très froid, mais on est sur un sol qui ne travaillait pas. Donc les reliquats azotés montrent pas, sur les parts ammonium et nitrate, montrent pas grand-chose. Après, sur les autres essais, non, ça n'était pas fait à l'époque. Et tu avais une deuxième question, j'avoue qu'elle est passée à la trappe. Sur les mycorhizes. Sur les mycorhizes, non, nous n'avons pas fait d'essai mycorhisation parce que pour l'instant, en l'occurrence, sur les essais que moi j'ai pu travailler, c'était des essais sur des cycles relativement courts, que la mycorhize demande un peu de temps pour s'installer. Donc, sur une salade d'été qui dure 6 semaines, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Là, on a un projet qui est plus en lien avec la fertilité biologique des sols, où on envisage possiblement de tester du coup, alors selon les pratiques qu'on va mettre en place, de diminution de travail de sol, d'apport massif d'amendements ou de couverts, tout ce qui se développe un peu autour des couverts biomax, des couverts multi-espèces où on a 15, 20, 25 espèces différentes dans le couvert au niveau du champ. Quel est l'impact sur la présence et le taux de mycorhisation derrière? Donc ça, ce sera mesuré, mais dans des essais qui sont mis en place là. Ce n'était pas mesuré dans ces essais-là. Sachant que la mycorhize, elle joue de mémoire quand même plutôt sur tout ce qui est phosphore, assimilation phosphore et autres, pas nécessairement sur l'assimilation azotée. Voilà. Alors, il y a une petite réaction par rapport aux couverts. On peut faire un webinaire sur les couverts. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai plein de choses à raconter. Bah, sur les couverts végétaux, de mémoire, sur le PEI, il y avait un PEI Santé des végétaux, Pays de la Loire. Il y avait eu une série de restitutions et je crois qu'il y a un webinaire en replay sur YouTube sur les couverts végétaux. Sachant que, alors pour la partie maraîchage, c'est sur les couverts interrants et leur intérêt en culture et leur intérêt pour limiter l'enherbement et donc le temps de désherbage en maraîchage biologique. C'est ça. Autre question? Ouais, on a encore le temps pour une ou deux questions, mais après, je devrais pas trop dépasser de 11 heures parce qu'il y a une autre animation qui va suivre derrière et donc je dois leur laisser accès à la session. Ok. La personne qui avait posé la question sur les fraises, est-ce que les apports qui ont été faits du coup plutôt un peu plus en tomates et par rapport aux pratiques de ferti-irrigation, est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce qu'il y a des choses à préciser? Écoutez, non, je crois que c'était assez clair, c'était très intéressant parce qu'effectivement, la méthode Pilazo est aussi utilisable en fraise. Donc, c'est par là d'ailleurs que je m'oriente et donc ça renforce mon envie d'aller plus loin dans l'exploitation de cette méthode. Ouais. Voilà. Et alors, effectivement, au niveau pratique, effectivement, on se pose la question dans l'utilisation de cette méthode. C'est bien de savoir où on en est. Ensuite, une fois qu'on a un bilan, une analyse, un diagnostic, il faut pouvoir trouver une solution. Si on voit qu'on a une situation de nutrition azotée insuffisante, quelle solution utiliser? Si on veut rester sur un cahier des charges organiques, c'est vrai que c'est compliqué si on est sur les pailles plastiques.
et ça amène à réfléchir sur d'autres méthodes de protection de la culture, avec soit des paillages organiques, soit donc plutôt diffus qui permettent de rapporter des engrais organiques, bouchons à l'intérieur ou au-dessus, soit de passer par les goutteurs. J'ai entendu ce que vous avez dit sur les engrais organiques en goutte à goutte. C'est effectivement une des limites importantes de ce genre de choses. Je ne sais pas si alors ça dépasse un peu le raisonnement. Là, vous êtes surtout sur des produits utilisés qui sont des produits commerciaux. On pourrait imaginer aussi de travailler avec des purins de plantes, type purin d'ortie, et de les faire soi-même ou les acheter si on en trouve aussi dans le commerce maintenant, on sait que ça se commercialise, qui peuvent être des outils pour pouvoir apporter de l'azote, un azote très efficace. Il y a également des engrais à base d'acides aminés, qui sont des engrais extrêmement solubles et qui posent pas trop de problèmes. Enfin, donc, pour relativiser cette opinion, cette bonne opinion des acides aminés, j'en ai aussi utilisé qui étaient quand même très poisseuses. Ouais, ça, sur les acides aminés, il y a un peu de tout. Et c'est vrai qu'après, les engrais organiques liquides du commerce, si on enlève les purins, ils sont quand même souvent à base de vinasse. Et du coup, ils sont très vinasse, mélasse, et du coup, ils sont très sirupeux, quoi. Donc, après, les paillages organiques en fraises, ouais, faut tester. Avec le risque limace, peut-être, par contre. C'est pas trop le problème de la limite, c'est surtout la limite, c'est plus la problématique de la tenue dans le temps. Parce que quand on est sur des cultures qui durent 3 ans, des paillis organiques qui tiennent 3 ans, c'est compliqué. Ou alors des couverts. Ouais, non, c'est ça la limite. Il faut se reporter aux travaux effectués par la station de Bretagne Sud à Auray, Kerpouze, qui a fait quelques essais avec des paillages organiques. Voilà. Aurélien, je te laisse conclure. Je crois que c'est Cécilia qui a un petit mot de la fin, puis on va devoir conclure. C'est ça. Du coup, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cet atelier donc, sur le site Cap Filière. Il sera prêt, voilà, entre ce soir, demain, vous recevrez également l'information et le lien par mail. Et puis pour ceux qui sont intéressés, la semaine Légumes au Centre se termine donc demain, 10h-11h, avec le dernier atelier qui sera axé autour de la main-d'œuvre, les acteurs de l'emploi, comment fidéliser ses employés et quelles adaptations, voilà, des témoignages de producteurs sur ce qu'eux ont mis en place. Donc, je remercie les intervenants. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et je vous dis peut-être à demain.